quelque part, en ce moment même, à une distance si vertigineuse que la lumière elle-même met des semaines entières pour parcourir le chemin qui nous en sépare, un monde colossal dérive dans les ténèbres les plus absolues de notre système solaire. Un géant de glace et de roches, peut-être 10 fois plus massif que notre Terre, qui n'a jamais été photographié, jamais observé directement, et qui pourtant, selon les calculs les plus rigoureux de l'astrophysique moderne, devrait exister. Ce monde fantôme, les scientifiques l'appellent la planète 9. Et voici ce qui devrait te glacer le sang ce soir. Nous possédons les télescopes les plus puissants jamais construits par l'humanité. Des instruments capables de photographier des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Et pourtant, nous sommes totalement incapables de voir un objet qui se trouve dans notre propre voisinage cosmique. Cette impossibilité n'est pas un échec technologique. Elle n'est pas le fruit d'un manque de moyens ou d'une négligence scientifique. Non. Cette impossibilité est inscrite dans les lois mêmes de la physique, dans la géométrie cruelle de notre système solaire, dans la nature même de la lumière et de l'obscurité. Et ce que tu vas découvrir ce soir va bien au-delà d'une simple curiosité astronomique. Premièrement, tu vas comprendre pourquoi les confins de notre système solaire constituent le territoire le plus hostile et le plus impénétrable que l'humanité ait jamais tenté d'explorer. Deuxièmement, tu vas découvrir les indices troublants, presque surnaturels, qui trahissent la présence de ce géant invisible, comme les empreintes d'un monstre dans la neige que personne n'a jamais vu. Et troisièmement, tu vas réaliser ce que l'existence potentielle de ce monde caché révèle sur notre propre insignifiance, sur les limites fondamentales de notre capacité à comprendre l'univers qui nous entoure. Ce que tu vas entendre ce soir pourrait bien te hanter. Non pas parce que c'est effrayant au sens traditionnel du terme, mais parce que cela remet en question tout ce que tu croyais savoir sur notre place dans le cosmos. Tu pensais que nous avions cartographié notre système solaire. Tu pensais que les 8 planètes que tu as apprises à l'école constituaient l'inventaire complet de notre voisinage céleste. Tu te trompais. Et la vérité est bien plus troublante. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, si tu ressens cette attirance irrésistible pour les énigmes que l'univers nous pose, alors abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Laisse-moi d'abord te raconter l'histoire telle qu'on te l'a enseignée. Une histoire rassurante, presque enfantine dans sa simplicité. Notre système solaire, te disait-on, est composé du Soleil et de 8 planètes qui gravitent autour de lui en cercle presque parfait. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà la famille au complet. Après Neptune, il n'y a plus rien d'intéressant. Juste quelques débris glacés, des cailloux insignifiants qui dérivent dans le vide. Les restes de la formation du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années. Cette vision ordonnée et complète de notre voisinage cosmique était réconfortante. Elle suggérait que nous avions compris l'essentiel, que la carte était dessinée, que les frontières étaient connues. Les manuels scolaires présentaient des diagrammes colorés où chaque planète occupait sa place assignée. Tournant sagement autour de notre étoile, comme les rouages d'une horloge céleste parfaitement réglée. Mais la réalité est bien différente. La réalité est bien plus vaste, bien plus chaotique et bien plus mystérieuse que ces schémas simplifiés. Au-delà de Neptune, là où la lumière du Soleil devient si faible qu'elle ne réchauffe plus rien, s'étend un territoire que nous commençons à peine à explorer. Ce territoire porte un nom, la ceinture de Kuiper. Et au-delà de la ceinture de Kuiper, plus loin encore, se trouve une région si vaste et si sombre qu'elle défie l'imagination humaine. Cette région, c'est le nuage d'Oort, une sphère hypothétique de corps glacés qui envelopperait notre système solaire sur des distances de plusieurs dizaines de milliers d'unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance qui sépare la Terre du Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Neptune se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Le nuage d'Oort, lui, s'étendrait jusqu'à 100 000 unités astronomiques, peut-être davantage. À ces distances, le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres, à peine plus brillante que ses voisines dans le ciel nocturne. Et c'est quelque part dans cette immensité glacée, entre la ceinture de Kuiper et les confins du nuage d'Oort, que se cacherait la planète 9. Un monde que nous n'avons jamais vu.
mais dont nous percevons l'influence gravitationnelle comme on perçoit le souffle d'un fantôme sur sa nuque. Mais la réalité est bien plus sombre que ce que les livres scolaires laissent entendre. En 2016, 2 astronomes de l'Institut de technologie de Californie, Konstantin Batygin et Michael Brown, ont publié une étude qui a secoué la communauté scientifique. En analysant les orbites de plusieurs objets transneptuniens, ces petits corps glacés qui dérivent aux confins du système solaire, ils ont découvert quelque chose de troublant. 6 de ces objets présentaient des orbites étrangement alignées, comme si une force invisible les avait rassemblés, comme si quelque chose de massif les avait guidés sur des trajectoires parallèles. La probabilité que cet alignement soit le fruit du hasard était infinitésimale. Moins d'1%. Quelque chose devait causer ce regroupement, quelque chose de grand, quelque chose de lourd, quelque chose qui se cachait dans l'obscurité. Les calculs de Subtier. Batygin et Brown suggéraient l'existence d'une planète d'une masse comprise entre 5 et 10 fois celle de la Terre, orbitant à une distance moyenne de 400 à 800 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, une révolution complète autour de notre étoile prendrait entre 10 000 et 21 000 ans. 20 000 ans. L'humanité tout entière, depuis les premières peintures rupestres jusqu'à l'ère spatiale, tiendrait dans une seule année de cette planète fantôme. Et voici où les choses deviennent véritablement troublantes. Depuis cette découverte initiale, d'autres anomalies gravitationnelles ont été détectées. D'autres objets transneptuniens présentent des orbites inexplicables. Comme si quelque chose les perturbait, les poussait, les attirait. Le nombre d'indices ne cesse de croître. Et pourtant, malgré des années de recherche intensive, malgré la mobilisation des télescopes les plus puissants de la planète, personne n'a jamais réussi à photographier la planète 9. Comment est-ce possible ? Comment un objet aussi massif, aussi influent peut-il échapper à notre regard ? La réponse à cette question va te plonger dans les profondeurs les plus obscures de l'astronomie moderne. Elle va te révéler les limites de nos capacités d'observation et la nature terrifiante des confins de notre système solaire. Imagine un instant que tu te trouves sur la planète 9, si elle existe. Que verrais-tu ? Autour de toi, un paysage de glace et de roches peut-être. Une atmosphère dense d'hydrogène et d'hélium, similaire à celle de Neptune ou d'Uranus. Mais lorsque tu lèverais les yeux vers le ciel, que verrais-tu ? Le soleil, mais pas le soleil tel que tu le connais. Pas ce disque éblouissant qui illumine nos journées terrestres. Non, tu verrais une étoile, une simple étoile, à peine plus brillante que les autres points lumineux qui parsèment la voûte céleste. À une distance de 500 unités astronomiques, le Soleil apparaîtrait 250 000 fois moins lumineux qu'il ne l'est vu depuis la Terre. 250 000 fois. C'est une réduction si drastique que ton esprit peine à la concevoir. La lumière qui atteindrait tes yeux serait si faible que tu aurais du mal à distinguer le Soleil des étoiles environnantes sans instrument de mesure précis. Et maintenant, pense à ce que cela signifie pour nous, ici, sur Terre, lorsque nous tentons d'observer cette planète. Les planètes ne produisent pas leur propre lumière. Elles brillent uniquement parce qu'elles réfléchissent la lumière de leur étoile. Jupiter brille dans notre ciel nocturne parce que sa surface nuageuse renvoie vers nous une partie de la lumière solaire qu'elle reçoit. Saturne, avec ses anneaux magnifiques, fait de même. Même la lointaine Neptune, à 30 unités astronomiques, reçoit encore assez de lumière pour être visible avec un télescope amateur. Mais la planète 9 a 500 unités astronomiques ou plus. La quantité de lumière solaire qu'il atteint est si infinitésimale, et la quantité de cette lumière qui est réfléchie vers nous est si dérisoire, que même nos instruments les plus sensibles peinent à la détecter. C'est comme essayer de photographier une bougie allumée à l'autre bout de la Terre. Non, c'est pire encore. C'est comme essayer de photographier le reflet d'une bougie sur un grain de poussière à l'autre bout de la Terre. Les chiffres sont vertigineux. La luminosité apparente d'un objet céleste diminue avec le carré de sa distance. Cela signifie que si tu doubles la distance, la luminosité est divisée par 4. Si tu multiplies la distance par 10, la luminosité est divisée par 100.
La planète 9, si elle se trouve à 500 unités astronomiques, est environ 17 fois plus éloignée que Neptune. Sa luminosité apparente serait donc près de 300 fois plus faible que celle de Neptune. Et Neptune elle-même est déjà à la limite de ce que l'œil humain peut percevoir sans aide optique. Mais ce n'est pas tout. La distance n'est que le premier obstacle. Il en existe d'autres, tout aussi redoutables, tout aussi insurmontables avec notre technologie actuelle. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, alors que la nuit s'approfondit et que les étoiles veillent silencieusement sur notre monde endormi. Le deuxième obstacle est la taille du ciel que nous devons fouiller. Tu pourrais penser qu'il suffit de pointer un télescope puissant vers les confins du système solaire et de chercher patiemment. Mais le ciel est vaste, immensément vaste, et la planète 9, si elle existe, pourrait se trouver n'importe où sur son orbite gigantesque. Imagine une ellipse dont le grand axe mesure plus de 1000 unités astronomiques. Imagine que tu dois chercher un point faiblement lumineux quelque part sur cette ellipse, sans savoir où. Maintenant, projette cette ellipse sur la voûte céleste, telle que nous la voyons depuis la Terre. La zone de recherche couvre des centaines de degrés carrés. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que la botte de foin a la taille d'un continent et que l'aiguille est presque invisible. Les télescopes modernes, même les plus puissants, ont un champ de vision limité. Ils ne peuvent observer qu'une toute petite portion du ciel à la fois. Pour couvrir l'ensemble de la zone où pourrait se trouver la planète 9, il faudrait des milliers d'heures d'observation, réparties sur plusieurs années. Et chaque observation doit être suffisamment longue pour capter la faible lumière de cet objet lointain. Une seule image ne suffit pas. Il faut comparer des images prises à plusieurs jours d'intervalle pour détecter le mouvement de l'objet par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Car c'est ainsi qu'on distingue une planète d'une étoile. Une planète se déplace, lentement mais perceptiblement, tandis que les étoiles restent fixes. Mais à la distance où se trouverait la planète 9, ce mouvement apparent serait extraordinairement lent. Si lent qu'il faudrait des semaines, voire des mois, pour le détecter avec certitude. Et pendant tout ce temps, les conditions d'observation doivent être parfaites. Le ciel doit être dégagé. L'atmosphère doit être stable. Aucune source de pollution lumineuse ne doit interférer. Ces conditions idéales sont rares, même dans les meilleurs observatoires du monde, perchés sur les sommets des montagnes les plus isolées. Et puis, il y a un troisième obstacle, peut-être le plus cruel de tous. La planète 9, si elle existe, se déplace probablement dans les régions du ciel les plus encombrées. Son orbite inclinée pourrait la faire passer devant la Voie lactée, cette bande lumineuse qui traverse notre ciel nocturne et qui contient des milliards d'étoiles. Chercher un point faiblement lumineux qui se déplace lentement devant un fond de milliards d'autres points lumineux, c'est comme chercher un flocon de neige particulier au milieu d'une tempête de neige. Les algorithmes de détection automatique, ces programmes informatiques qui analysent les images télescopiques à la recherche d'objets en mouvement, sont submergés par le nombre de faux positifs. Chaque étoile variable, chaque astéroïde lointain, chaque artefact optique doit être éliminé manuellement. C'est un travail titanesque, fastidieux, qui mobilise des équipes entières d'astronomes pendant des années. Et malgré tous ces efforts, malgré toute cette détermination, la planète 9 demeure invisible. Elle se cache dans les ténèbres, comme si elle refusait délibérément de se révéler à nous. Comme si l'univers lui-même conspirait pour garder ce secret enfoui dans les profondeurs glacées de notre système solaire. Mais pourquoi les scientifiques sont-ils si convaincus qu'elle existe ? Pourquoi consacrer tant de ressources, tant d'énergie, tant d'années de recherche à traquer un fantôme ? La réponse réside dans les preuves indirectes. Ces indices subtils, mais indéniables qui trahissent la présence d'un corps massif, là où nos yeux ne peuvent pas voir. Et ces preuves, laisse-moi te les détailler maintenant, car elles constituent l'un des mystères les plus fascinants de l'astronomie contemporaine. Tout commence avec les objets transneptuniens extrêmes, ces petits mondes glacés qui orbitent bien au-delà de Neptune. Sedna fut le premier d'entre eux à attirer l'attention des astronomes. Découverte en 2003 par Michael Brown, le même astronome qui proposera plus tard l'existence de la planète 9, Sedna présentait une orbite absolument extraordinaire. Son point le plus proche du Soleil
ce qu'on appelle le périhélie, se situait à 76 unités astronomiques. C'est plus de 2 fois la distance de Neptune. Et son point le plus éloigné, l'aphélie, se trouvait à près de 1000 unités astronomiques. Une orbite aussi excentrique, aussi allongée, ne pouvait pas s'expliquer par les interactions gravitationnelles avec les planètes connues. Neptune, malgré toute sa masse, était trop loin pour avoir poussé Sedna sur une telle trajectoire. Quelque chose d'autre devait être responsable. Quelque chose que nous n'avions pas encore découvert. Pendant des années, Sedna demeura une anomalie isolée, une curiosité que les astronomes peinaient à expliquer. Certains proposaient qu'une étoile passagère, traversant le voisinage du Soleil il y a des milliards d'années, avait perturbé son orbite. D'autres suggéraient que Sedna était un vestige de la formation du système solaire, capturé depuis un autre système stellaire lors d'une rencontre cosmique ancienne. Mais aucune de ces explications n'était pleinement satisfaisante. Puis vinrent d'autres découvertes. En 2012, les astronomes identifièrent 2012 VP 113, un autre objet transneptunien extrême dont l'orbite ressemblait étrangement à celle de Sedna. Même périhélie distant, même orbite extraordinairement allongée. Puis vinrent d'autres extrêmes, vinrent d'autres encore. Biden, 2013 SI 99, 2013 FT 28. Chacun de ces objets présentait des caractéristiques orbitales similaires, comme s'ils avaient tous été sculptés par la même force invisible. Et c'est là que les choses devinrent vraiment troublantes. Lorsque Batygin et Brown analysèrent ces orbites en détail, ils découvrirent que non seulement ces objets avaient des orbites similaires, mais que ces orbites étaient physiquement alignées dans l'espace. Leurs périhélies pointaient tous dans la même direction. Leurs plans orbitaux étaient tous inclinés de la même manière. C'était comme si quelqu'un avait pris ces objets et les avait soigneusement arrangés, les avait organisés selon un motif précis. La probabilité que cet alignement soit le fruit du hasard était de 0,007%, moins d'une chance sur 10 000. En science, lorsqu'une coïncidence est aussi improbable, on cherche une cause. Et la cause la plus naturelle, la plus élégante, était la présence d'une planète massive, dont la gravité aurait progressivement façonné ses orbites au fil de milliards d'années. Les simulations informatiques confirmèrent cette hypothèse. Lorsque les chercheurs ajoutaient une planète d'environ 10 masses terrestres sur une orbite lointaine et inclinée, les objets transneptuniens extrêmes se regroupaient naturellement, exactement comme observé. La planète 9 n'était plus une simple spéculation. Elle devenait une nécessité mathématique, une pièce manquante du puzzle gravitationnel de notre système solaire. Mais les preuves ne s'arrêtaient pas là. En approfondissant leurs recherches, Batygin et Brown découvrirent que la planète 9 pouvait également expliquer d'autres mystères non résolus. L'inclinaison du plan orbital des planètes géantes par rapport à l'équateur du Soleil, par exemple. Cette inclinaison de 6 degrés avait toujours intrigué les astronomes, car elle semblait incompatible avec la formation ordonnée du système solaire à partir d'un disque protoplanétaire plat. La planète 9, avec son orbite fortement inclinée, pouvait avoir progressivement basculé l'ensemble du système planétaire au cours des milliards d'années. Et puis, il y avait les objets à orbite rétrograde, ces corps étranges qui tournent autour du Soleil dans le sens inverse des autres planètes. Leur existence était difficile à expliquer dans le cadre standard de la formation planétaire. Mais la planète 9, là encore, offrait une solution élégante. Sa gravité pouvait avoir capturé certains objets et retourné leurs orbites, les forçant à naviguer à contre-courant du reste du système solaire. Chaque nouvelle anomalie, chaque nouveau mystère semblait pointer vers la même conclusion. Quelque chose de massif se cachait dans les ténèbres extérieures. Quelque chose qui façonnait silencieusement l'architecture de notre système solaire depuis des milliards d'années. Quelque chose que nous ne pouvions pas voir, mais dont nous percevions l'influence à travers les trajectoires perturbées de dizaines d'objets lointains. Et pourtant, malgré toutes ces preuves indirectes, malgré tous ces indices convergents, la planète 9 refuse obstinément de se montrer.
Cette tension entre les preuves théoriques et l'absence de confirmation observationnelle constitue l'un des défis les plus frustrants de l'astronomie moderne. Nous savons qu'elle devrait être là. Les mathématiques nous le disent, la physique nous le dit. Mais nos yeux, même augmentés par les instruments les plus puissants jamais construits, ne peuvent pas la voir. Cette situation n'est pas sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Au XIXe siècle, les astronomes avaient remarqué des anomalies dans l'orbite d'Uranus. La planète ne suivait pas exactement la trajectoire prédite par les lois de Newton. Elle accélérait légèrement à certains moments, ralentissait à d'autres, comme si une force invisible la tirait dans différentes directions. Les calculs suggéraient l'existence d'une planète encore inconnue, plus lointaine, dont la gravité perturbait Uranus. En 1846, l'astronome français Urbain Le Verrier calcula où cette planète hypothétique devait se trouver. Il envoya ses prédictions à l'Observatoire de Berlin. Et le 23 septembre de la même année, l'astronome Johann Galle pointa son télescope vers les coordonnées indiquées. En moins d'1 heure, il avait découvert Neptune, exactement là où Le Verrier l'avait prédit. Ce fut l'un des triomphes les plus spectaculaires de la physique théorique, la preuve que les mathématiques pouvaient révéler des mondes cachés avant, même que nos yeux ne les aperçoivent. L'histoire de la planète 9 ressemble à celle de Neptune à bien des égards. Les mêmes anomalies gravitationnelles, les mêmes calculs prédictifs, la même conviction que quelque chose de massif se cache dans l'obscurité. Mais il y a une différence cruciale. Neptune se trouvait à 30 unités astronomiques. La planète 9, elle, pourrait être 20 fois plus lointaine. Et cette différence de distance change tout. Lorsque Galle chercha Neptune en 1846, il savait précisément où regarder. Le Verrier avait calculé une position avec une précision remarquable. La zone de recherche était petite, et Neptune était suffisamment brillante pour être repérée en une seule nuit d'observation. Pour la planète 9, la situation est radicalement différente. Son orbite est si grande, sa période de révolution si longue, que même avec les meilleures simulations, nous ne pouvons que délimiter une vaste région du ciel où elle pourrait se trouver. Cette région couvre des centaines de degrés carrés, et chaque degré carré contient des millions d'étoiles et d'objets qui peuvent être confondus avec notre cible. De plus, Neptune réfléchissait suffisamment de lumière solaire pour être visible avec les télescopes de l'époque. La planète 9, elle, serait des milliers de fois plus faible. Les télescopes du XIXe siècle n'auraient eu aucune chance de la détecter. Et même nos instruments modernes, avec leurs miroirs géants et leurs capteurs ultrasensibles, peinent à atteindre les magnitudes nécessaires sur des champs de vue aussi vastes. C'est là que réside la cruauté cosmique de cette situation. Nous avons les preuves, nous avons les calculs, nous savons que la planète 9 devrait exister. Mais l'univers a placé cet objet si loin, dans une région si sombre, que nous ne pouvons tout simplement pas le voir avec notre technologie actuelle. C'est comme si le cosmos nous narguait, nous montrant les empreintes du monstre tout en gardant le monstre lui-même éternellement hors de portée. Mais ne crois pas que les astronomes ont abandonné, bien au contraire. La chasse à la planète 9 est devenue l'une des quêtes les plus intenses de l'astronomie contemporaine. Des équipes du monde entier mobilisent les plus grands télescopes de la planète dans l'espoir d'apercevoir enfin ce monde fantôme. Et les stratégies qu'ils emploient sont aussi ingénieuses que désespérées. L'une des approches les plus prometteuses consiste à utiliser des télescopes à grand champ. Ces instruments capables de photographier de vastes portions du ciel en une seule exposition. Le télescope Subaru, perché au sommet du Mauna Kea à Hawaï, est l'un des favoris pour cette mission. Son miroir de 8 mètres de diamètre collecte une quantité impressionnante de lumière, tandis que sa caméra Hyper Supreme Cam peut capturer des images de plusieurs degrés, carrées à la fois. Nuit après nuit, des équipes d'astronomes photographient systématiquement les régions du ciel où la planète 9 pourrait se cacher, espérant repérer un point lumineux qui se déplace lentement par rapport aux étoiles fixes. Une autre approche consiste à rechercher la planète 9, non pas par sa lumière visible, mais par sa chaleur. Tout objet possédant une température supérieure au zéro absolu émet un rayonnement infrarouge. La planète 9, malgré son éloignement du Soleil,
conserverait une certaine chaleur interne, vestige de sa formation il y a des milliards d'années. Cette chaleur, bien que faible, pourrait être détectable par des télescopes infrarouges suffisamment sensibles. Le télescope spatial WISE, lancé par la NASA en 2009, a effectué un relevé complet du ciel en infrarouge. Ces données ont été minutieusement analysées à la recherche de la planète 9, mais sans succès jusqu'à présent. Cela ne signifie pas que la planète n'existe pas. Cela signifie simplement qu'elle est soit plus froide, soit plus petite, soit plus lointaine que ce que WISE pouvait détecter. Les limites de nos instruments définissent les limites de notre connaissance. Et puis, il y a une troisième approche, peut-être la plus audacieuse de toutes. Plutôt que de chercher la planète 9 elle-même, certains astronomes proposent de chercher ses effets sur d'autres objets. Si la planète 9 existe, elle devrait perturber les trajectoires des comètes qui passent par la proximité. Elle devrait laisser des signatures gravitationnelles dans les orbites de certains astéroïdes. En étudiant ces perturbations avec une précision suffisante, il serait théoriquement possible de trianguler la position de la planète, de la localiser indirectement avant même de la voir. Cette méthode a déjà porté ses fruits dans d'autres contextes. C'est ainsi que les astronomes ont découvert les premières exoplanètes, ces mondes en orbite autour d'autres étoiles, en détectant les infimes oscillations qu'elles induisaient dans le mouvement de leur étoile hôte. La même technique pourrait être appliquée à la planète 9, en utilisant les objets transneptuniens comme indicateurs de sa présence gravitationnelle. Mais toutes ces méthodes se heurtent au même obstacle fondamental, la distance, la terrible, l'insurmontable distance qui sépare la planète 9 de notre monde. Et cette distance, laisse-moi maintenant t'en donner une idée plus concrète, car les chiffres abstraits ne suffisent pas à transmettre l'immensité de ce gouffre cosmique. Imagine que tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière. À cette vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde, tu pourrais faire le tour de la Terre 7 fois et demie en une seule seconde. Tu pourrais atteindre la Lune en un peu plus d'une seconde, le Soleil en 8 minutes. Mais pour atteindre la planète 9, même à la vitesse de la lumière, il te faudrait entre 2 et 3 jours de voyage ininterrompu. Maintenant, imagine que tu voyages à la vitesse d'une sonde spatiale moderne, comme New Horizons, le vaisseau qui a survolé Pluton en 2015. New Horizons est l'un des objets les plus rapides jamais construits par l'humanité, filant à travers le système solaire à environ 50 000 km/h. À cette vitesse, combien de temps faudrait-il pour atteindre la planète 9 ? La réponse est vertigineuse, entre 50 et 100 ans. Un siècle de voyage pour atteindre un monde que nous ne pouvons même pas voir. Cette perspective temporelle est écrasante. Elle nous rappelle que le système solaire, malgré sa familiarité apparente, est d'une vastitude qui dépasse notre intuition quotidienne. Nous vivons sur un petit rocher bleu, tournant autour d'une étoile ordinaire, dans un océan d'espace si grand que même la lumière met des heures à le traverser. Et quelque part dans cet océan, dans les profondeurs les plus froides et les plus sombres, dérive peut-être un monde que nous ne verrons jamais de nos propres yeux. Mais pourquoi cette planète serait-elle là-bas, si loin du Soleil ? Comment un monde aussi massif aurait-il pu se former dans ces régions glacées, où la matière était si dispersée, où les collisions entre particules étaient si rares ? C'est l'une des questions les plus intrigantes que pose l'hypothèse de la planète 9. Et les réponses proposées par les scientifiques nous plongent au cœur même de l'histoire tumultueuse de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un disque de gaz et de poussière tournant autour d'une jeune étoile. Dans les régions intérieures de ce disque, là où la chaleur était intense, les éléments lourds comme le fer et le silicium se condensèrent pour former les planètes rocheuses que nous connaissons. Mercure, Vénus, la Terre et Mars émergèrent de ce creuset ardent, des mondes de pierre et de métal baignés par la lumière brûlante du jeune soleil. Plus loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne de glace, les températures étaient insuffisamment basses pour que l'eau, l'ammoniac et le méthane se condensent en cristaux solides. Ces glaces s'agglomérèrent avec les roches et les métaux pour former des noyaux massifs, des embryons planétaires qui attirèrent rapidement les gaz environnants. Ainsi naquirent Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses, des mondes colossaux
composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des noyaux rocheux enfouis au plus profond de leurs entrailles. Plus loin encore, là où la matière était moins dense et les collisions moins fréquentes, la croissance fut plus lente. Uranus et Neptune, les géantes de glace, mirent des millions d'années supplémentaires à atteindre leur taille actuelle. Elles n'eurent pas le temps d'accumuler autant de gaz que leurs cousines Jupiter et Saturne avant que le disque protoplanétaire ne se dissipe, emporté par les vents stellaires du jeune Soleil. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Les simulations informatiques suggèrent que le système solaire primitif était bien plus compact qu'il ne l'est aujourd'hui. Les planètes géantes se formèrent probablement beaucoup plus près du Soleil, peut-être toutes dans une région comprise entre 5 et 20 unités astronomiques. Et puis, quelque chose se produisit, quelque chose de violent, quelque chose de catastrophique. C'est ce que les astronomes appellent le Grand Tac, ou parfois le modèle de Nice, du nom de la ville française où il fut développé. Selon ce scénario, les planètes géantes entrèrent dans une danse gravitationnelle complexe, échangeant de l'énergie et du moment angulaire, migrant vers l'intérieur, puis vers l'extérieur du système solaire. Jupiter plongea vers le Soleil avant d'être rattrapé par Saturne et renvoyé vers l'extérieur. Uranus et Neptune furent projetés sur des orbites plus lointaines, parfois en échangeant leur position. Cette phase de migration planétaire fut chaotique au-delà de l'imagination. Des mondes entiers furent déplacés de centaines de millions de kilomètres. Des collisions cosmiques eurent lieu. Des lunes furent capturées ou éjectées. Des milliards d'astéroïdes et de comètes furent dispersés dans toutes les directions. Le bombardement tardif intensif, cette période de impact cataclysmique qui martela les planètes intérieures il y a environ 4 milliards d'années, fut probablement déclenché par cette réorganisation violente du système solaire externe. Et c'est dans ce contexte tumultueux que la planète 9 pourrait avoir trouvé son origine. Selon l'une des hypothèses les plus fascinantes, notre mystérieux géant fantôme aurait commencé sa vie bien plus près du Soleil, dans la région où se formèrent Uranus et Neptune. C'était peut-être une 5e géante de glace, un frère ou une sœur de ces deux mondes, qui partageaient leur berceau cosmique il y a des milliards d'années. Mais lors de la grande danse gravitationnelle qui réorganisa le système solaire, ce 5e monde fut moins chanceux que ses compagnons. Une rencontre trop proche avec Jupiter ou Saturne le projeta sur une trajectoire qui l'envoya spiraler vers les confins du système. Pas assez violemment pour être éjecté complètement, pour devenir une planète errante dérivant dans le vide interstellaire, mais suffisamment pour être relégué dans les ténèbres extérieures, sur une orbite si vaste que des millénaires seraient nécessaires pour l'accomplir. Cette hypothèse est séduisante, car elle explique naturellement pourquoi la planète 9 serait une géante de glace, similaire en composition à Uranus et Neptune. Elle explique aussi pourquoi son orbite serait fortement inclinée et excentrique, car une éjection gravitationnelle produit typiquement ce type de trajectoire chaotique. Et elle s'inscrit parfaitement dans notre compréhension moderne de la formation planétaire, qui reconnaît que les systèmes stellaires sont des environnements dynamiques où les migrations et les éjections sont courantes. Mais il existe d'autres hypothèses, peut-être encore plus troublantes. Certains scientifiques suggèrent que la planète 9 pourrait ne pas être née dans notre système solaire du tout. Elle pourrait être une planète errante, un monde orphelin expulsé d'un autre système stellaire il y a des milliards d'années, qui aurait été capturé par la gravité du Soleil lors d'une rencontre fortuite. Cette idée peut sembler fantaisiste, mais elle est soutenue par des observations récentes qui suggèrent que les planètes errantes sont étonnamment communes dans notre galaxie. Des relevés infrarouges ont détecté des dizaines d'objets de masse planétaire dérivant seuls dans l'espace, sans étoiles pour les réchauffer, sans système pour les abriter. Certaines estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir autant de planètes errantes que d'étoiles dans la Voie lactée, des milliards de mondes solitaires vagabondant dans le vide interstellaire. Si la planète 9 est effectivement une planète capturée, alors elle porte en elle les secrets d'un autre système stellaire, d'une autre histoire cosmique que nous ne pouvons qu'imaginer. Quel type d'étoile l'a vue naître? Quels autres mondes orbitaient à ses côtés avant qu'elle ne soit expulsée dans le froid de l'espace? Combien de temps a-t-elle erré seule avant de trouver refuge dans les bras gravitationnels de notre Soleil? Ces questions vertigineuses
nous rappelle que chaque objet céleste possède sa propre histoire, sa propre odyssée à travers le temps et l'espace. Et cette histoire, pour la planète 9, demeure entièrement inconnue, enveloppée dans le même mystère que son existence même. Mais laissons pour l'instant ces spéculations sur l'origine de notre fantôme céleste et tournons-nous vers une question plus immédiate, plus pressante. Si la planète 9 existe, et si nous parvenons un jour à la trouver, que découvrirons-nous ? À quoi ressemble un monde qui a passé des milliards d'années dans les ténèbres les plus profondes, si loin du Soleil que sa lumière n'est qu'un vague souvenir ? Les astronomes ont tenté de répondre à cette question en utilisant nos connaissances d'Uranus et de Neptune comme point de départ. Si la planète 9 est effectivement une géante de glace, elle partagerait probablement certaines caractéristiques avec ces deux mondes. Une atmosphère dense composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des nuages de méthane qui lui donneraient une teinte bleutée. Un manteau de glace exotique, de l'eau, de l'ammoniac et du méthane comprimés sous des pressions si intenses qu'ils se comportent comme des liquides ou même comme des solides aux propriétés étranges. Et au cœur, un noyau rocheux, peut-être de la taille de la Terre, écrasé sous le poids de dizaines de milliers de kilomètres de matière. Mais la planète 9 serait aussi profondément différente d'Uranus et de Neptune. Sa distance extrême du Soleil signifie que sa surface serait bien plus froide, peut-être seulement quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu. À ces températures, même l'azote et le monoxyde de carbone gèleraient, se déposant sur la surface sous forme de givre cosmique. L'atmosphère elle-même pourrait partiellement se condenser, rétrécissant jusqu'à devenir une fine couche autour d'un monde gelé jusqu'aux os. Et pourtant, même dans ce froid extrême, la planète 9 ne serait pas nécessairement un monde mort. Les géantes de glace possèdent une source de chaleur interne, un vestige de l'énergie gravitationnelle libérée lors de leur formation et de la désintégration radioactive des éléments lourds dans leur noyau. Cette chaleur interne, bien que faible, pourrait maintenir des processus actifs dans les profondeurs de la planète, des courants de convection dans le manteau, peut-être même une forme de géologie exotique que nous peinons à imaginer. Certains scientifiques ont même spéculé sur la possibilité d'océans souterrains sur la planète 9. Sur Terre, nous avons découvert que la vie peut prospérer dans les environnements les plus hostiles, près des sources hydrothermales au fond des océans, dans les cavernes profondes privées de lumière solaire, dans les glaces de l'Antarctique. Si la planète 9 possède suffisamment de chaleur interne pour maintenir de l'eau liquide sous sa croûte glacée, alors les conditions minimales pour l'existence de la vie pourraient théoriquement être réunies. Bien sûr, cette spéculation va bien au-delà de ce que les données actuelles peuvent soutenir. Nous ne savons même pas si la planète 9 existe, encore moins si elle possède des océans souterrains ou une quelconque forme de chimie prébiotique. Mais cette possibilité, aussi lointaine soit-elle, ajoute une dimension supplémentaire au mystère. Si un monde habitable se cachait aux confins de notre propre système solaire, invisible à nos instruments, quelles autres surprises l'univers pourrait-il nous réserver ? Cette question nous amène à réfléchir sur les limites fondamentales de notre connaissance. Nous avons tendance à croire que nous comprenons notre voisinage cosmique, que les cartes du système solaire que nous avons dessinées sont complètes et précises. Mais la possible existence de la planète 9 nous rappelle brutalement que des mondes entiers peuvent se cacher dans l'obscurité, juste au-delà de la portée de nos télescopes. Si une planète de 10 masses terrestres peut demeurer invisible à cette distance relativement proche, qu'en est-il des objets plus petits, plus lointains, plus froids encore ? Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'objets de la taille de Pluton ou plus grands dans les régions externes du système solaire. La plupart d'entre eux sont trop faibles et trop lents pour être détectés avec nos instruments actuels. Ils dérivent dans les ténèbres, anonymes et inconnus, vestiges silencieux de la formation de notre système stellaire. Et parmi eux, peut-être, se cachent d'autres surprises, d'autres mondes que nous n'avons pas encore imaginés. Cette immensité inexplorée de notre propre arrière-cour cosmique devrait nous rendre humbles. Nous envoyons des sondes vers Mars et Jupiter, nous rêvons de coloniser la Lune et au-delà, mais nous ne connaissons même pas tous les membres de notre propre famille planétaire.
Le système solaire, que nous pensions si bien cartographier, recèle encore des mystères fondamentaux qui défient notre compréhension et nos capacités d'observation. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin encore dans les profondeurs de ce mystère. Car si l'invisibilité de la planète 9 est déjà troublante en soi, les implications de son existence potentielle sont encore plus vertigineuses. Ce géant fantôme, s'il existe vraiment, n'est pas simplement une curiosité astronomique. Il est une clé qui pourrait déverrouiller des secrets fondamentaux sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires à travers l'univers. Pendant des décennies, les astronomes ont construit des modèles théoriques pour expliquer comment les planètes se forment autour des étoiles. Ces modèles étaient basés principalement sur notre propre système solaire, le seul que nous connaissions en détail. Ils prédisaient que les planètes rocheuses se forment près de leur étoile, que les géantes gazeuses se forment plus loin et que les régions les plus externes demeurent relativement vides, peuplées seulement de débris glacés trop dispersés pour s'assembler en corps significatifs. Mais la découverte de milliers d'exoplanètes au cours des dernières décennies a bouleversé cette vision ordonnée. Nous avons trouvé des Jupiters chaudes, des géantes gazeuses orbitant si près de leur étoile qu'elles accomplissent une révolution en quelques jours seulement. Nous avons trouvé des super-terres, des planètes rocheuses plusieurs fois plus massives que notre monde, dans des configurations que nos modèles n'avaient pas prévues. Nous avons trouvé des systèmes planétaires si différents du nôtre qu'ils semblent appartenir à un autre univers. Cette diversité inattendue a forcé les astronomes à repenser fondamentalement leurs théories sur la formation planétaire. Et la planète 9, si elle existe, ajouterait une nouvelle pièce à ce puzzle cosmique. Elle démontrerait que même notre propre système solaire, que nous pensions si bien connaître, peut abriter des surprises majeures dans ces régions les plus lointaines. Plus important encore, la découverte de la planète 9 nous donnerait un laboratoire naturel pour étudier un type d'objet que nous ne pouvons observer nulle part ailleurs. Les géantes de glace comme Uranus et Neptune sont parmi les planètes les moins bien comprises de notre système solaire. Nous n'avons envoyé qu'une seule sonde vers elles, Voyager 2, qui les a survolées brièvement dans les années 1980. Nos connaissances sur leur structure interne, leur atmosphère, leur champ magnétique demeurent fragmentaires et incertaines. Une troisième géante de glace, accessible à l'observation depuis la Terre, nous permettrait de comparer et de contraster, de tester nos théories sur la physique de ces mondes énigmatiques. Même si la planète 9 est trop lointaine pour être visitée par une sonde dans un avenir prévisible, sa simple observation télescopique nous apprendrait énormément sur cette classe de planètes qui semble être l'une des plus communes dans notre galaxie. Car voici un fait troublant que les observations d'exoplanètes ont révélé. Les planètes de la taille d'Uranus et de Neptune, les mini-Neptunes et les super-Terres sont parmi les types de planètes les plus fréquemment détectées autour d'autres étoiles. Elles semblent être extraordinairement communes, bien plus communes que les géantes gazeuses comme Jupiter ou les petites planètes rocheuses comme la Terre. Et pourtant, nous n'en avons que 2 exemples dans notre propre système solaire, situés si loin du Soleil que leur étude détaillée est extrêmement difficile. La planète 9, si elle existe, serait le 3e exemple, et potentiellement le plus accessible à l'étude à long terme. Elle nous offrirait une fenêtre sur la physique de ces mondes omniprésents dans notre galaxie, nous aidant à comprendre comment ils se forment, comment ils évoluent, et peut-être même si certains d'entre eux pourraient abriter des conditions favorables à la vie. Mais revenons maintenant aux obstacles pratiques qui nous empêchent de voir ce monde fantôme. Nous avons parlé de la distance extrême et de la faiblesse de la lumière réfléchie. Nous avons mentionné la vastitude de la zone de recherche et l'encombrement du ciel par les étoiles d'arrière-plan. Mais il existe d'autres difficultés, peut-être encore plus subtiles, qui compliquent la traque de la planète 9. L'une de ces difficultés est liée au mouvement propre de l'objet. Une planète aux confins du système solaire se déplace très lentement par rapport aux étoiles fixes. À 500 unités astronomiques, son mouvement apparent sur la voûte céleste serait de l'ordre de quelques secondes d'arc par an seulement. C'est un déplacement infime, à peine perceptible même avec les instruments les plus précis. Pour confirmer qu'un point lumineux suspect est bien la planète 9 et non une étoile lointaine ou un artefact instrumental, les astronomes doivent observer ce point pendant des mois,
voire des années, afin de mesurer son mouvement avec certitude. Cette lenteur du mouvement apparent crée un autre problème. Les programmes automatisés de détection d'objets en mouvement, qui ont été si efficaces pour découvrir des astéroïdes et des comètes dans les régions plus proches du Soleil, ne sont pas adaptés à des cibles aussi lentes. Ces programmes sont conçus pour repérer des objets qui se déplacent de plusieurs secondes d'arc par heure, pas par an. La planète 9 passerait complètement sous leur radar, noyée dans le bruit de fond des millions d'objets stationnaires qui peuplent chaque image télescopique. Une autre difficulté est liée à la nature même de l'orbite hypothétique de la planète 9. Les calculs suggèrent que cette orbite est fortement elliptique, avec un périhélie peut-être aussi proche que 200 unités astronomiques et un aphélie pouvant atteindre 1200 unités astronomiques ou plus. Cela signifie que la luminosité de la planète varie considérablement au cours de son orbite. Près du périhélie, elle serait relativement plus facile à détecter. Mais près de l'aphélie, elle serait si faible qu'aucun instrument actuel ne pourrait l'observer. Le problème est que nous ne savons pas où la planète 9 se trouve actuellement sur son orbite. Si elle se trouve près de l'aphélie, elle pourrait être effectivement invisible, même avec les meilleurs télescopes. Nous pourrions la chercher pendant des décennies sans la trouver, simplement parce qu'elle est trop lointaine en ce moment. Et étant donné que sa période orbitale est de 10 000 à 20 000 ans, il pourrait s'écouler des millénaires avant qu'elle ne revienne à une distance où nous pourrions la détecter. Cette possibilité est profondément frustrante. Elle suggère que la découverte de la planète 9 pourrait ne pas dépendre uniquement de nos capacités technologiques, mais aussi d'un facteur de chance cosmique, le simple hasard de l'endroit où cette planète se trouve sur son orbite monumentale au moment où nous la cherchons. Nous pourrions être nés à la mauvaise époque, dans un intervalle de quelques siècles ou millénaires où la planète 9 est trop lointaine pour être vue. Mais les astronomes ne se laissent pas décourager par ces obstacles. Ils continuent à développer de nouvelles stratégies, de nouveaux instruments, de nouvelles approches pour traquer ce fantôme céleste. Et certains de ces développements pourrait bientôt changer la donne de manière radicale. L'un des projets les plus prometteurs est l'observatoire Vera C. Rubin, actuellement en construction au Chili. Ce télescope révolutionnaire, qui devrait entrer en service dans les prochaines années, effectuera un relevé systématique de l'ensemble du ciel visible depuis l'hémisphère sud, photographiant la même région du ciel encore et encore, nuit après nuit, pendant une décennie entière. Sa caméra géante, la plus grande jamais construite pour l'astronomie, capturera des images d'une résolution et d'une sensibilité sans précédent. L'observatoire Rubin est spécifiquement conçu pour détecter les objets en mouvement, des astéroïdes potentiellement dangereux aux comètes lointaines, en passant par les objets transneptuniens inconnus. Ces algorithmes de détection seront capables de repérer des mouvements beaucoup plus lents que les programmes actuels, précisément le type de mouvement qu'afficherait la planète 9. Si cette planète existe, et si elle se trouve dans une région du ciel accessible depuis le Chili, l'observatoire Rubin aura d'excellentes chances de la trouver. Un autre espoir repose sur les futures missions spatiales dédiées à l'exploration des confins du système solaire. Bien qu'aucune sonde ne soit actuellement en développement avec la planète 9 comme cible spécifique, plusieurs concepts sont à l'étude pour des missions vers les régions transneptuniennes. Ces missions pourraient, en passant, fournir des observations complémentaires qui aideraient à localiser notre géant fantôme. Plus ambitieux encore, certains scientifiques ont proposé d'utiliser le Soleil lui-même comme une gigantesque lentille gravitationnelle pour observer la planète 9. La relativité générale d'Einstein prédit que la masse du Soleil courbe l'espace-temps autour de lui, déviant les rayons lumineux qui passent à proximité. En plaçant un télescope à une distance d'environ 550 unités astronomiques du Soleil, exactement à l'opposé de la cible visée, il serait possible d'utiliser cet effet de lentille pour amplifier considérablement la lumière provenant d'objets lointains. Une telle mission serait extraordinairement difficile à réaliser. Atteindre 550 unités astronomiques prendrait des décennies, même avec les technologies de propulsion les plus avancées. Mais si elle était accomplie, elle ouvrirait une fenêtre d'observation entièrement nouvelle sur les régions les plus lointaines de notre système solaire et au-delà. La planète 9, si elle existe, pourrait être non seulement détectée, mais étudiée en détail.
Ces caractéristiques atmosphériques et de surface révélées par la puissance amplificatrice de la lentille gravitationnelle solaire. Mais en attendant ces développements futurs, les astronomes doivent se contenter des outils disponibles aujourd'hui. Et la recherche continue, méthodique et patiente, balayant le ciel section par section, analysant des millions d'images à la recherche d'un point lumineux qui se déplace imperceptiblement contre le fond étoilé. C'est un travail de fourmi cosmique, une quête qui pourrait prendre encore des années, voire des décennies avant d'aboutir. Et peut-être, au bout du compte, cette quête restera-t-elle vaine? Peut-être la planète 9 n'existe-t-elle pas du tout? Peut-être les anomalies gravitationnelles qui ont motivé sa recherche s'expliqueront-elles autrement, par des effets que nous n'avons pas encore compris, par des biais dans nos observations, par des coïncidences statistiques plus probables que nous ne le pensions. La science est un processus d'exploration et de remise en question permanente. Et même les hypothèses les mieux fondées peuvent se révéler fausses à la lumière de nouvelles données. Plusieurs études récentes ont d'ailleurs remis en question certains des arguments en faveur de la planète 9. Des analyses statistiques plus poussées ont suggéré que l'alignement des orbites des objets transneptuniens extrêmes pourrait être moins significatif qu'initialement estimé. Des biais observationnels liés à la manière dont nous découvrons ces objets et aux régions du ciel que nous avons le plus scrutées pourraient créer l'illusion d'un regroupement là où il n'y en a pas. Ces critiques sont prises au sérieux par la communauté scientifique. Batygin et Brown, les principaux défenseurs de l'hypothèse de la planète 9, ont répondu à ces objections en affinant leurs modèles et en incorporant de nouvelles données. Le débat continue, alimenté par chaque nouvelle découverte d'objets transneptuniens, par chaque nouvelle analyse statistique, par chaque nouvelle simulation informatique. C'est ainsi que fonctionne la science, par confrontation d'idées, par accumulation de preuves, par remise en question constante des certitudes établies. La planète 9 pourrait être confirmée demain par une observation directe qui mettrait fin à toute controverse. Ou elle pourrait être réfutée par des données qui démontreraient que les anomalies gravitationnelles s'expliquent autrement. Ou, scénario peut-être le plus frustrant, elle pourrait rester dans les limbes de l'incertitude pendant encore des décennies, ni confirmée ni réfutée. Un fantôme dont nous percevons les effets sans jamais pouvoir le saisir. Cette incertitude persistante est inconfortable pour l'esprit humain, qui préfère les réponses claires aux questions ouvertes. Mais elle est aussi, d'une certaine manière, exaltante. Elle nous rappelle que l'univers n'a pas fini de nous surprendre, que même notre propre système solaire recèle des mystères fondamentaux que nous n'avons pas encore résolus. Chaque génération de scientifiques a cru avoir presque achevé la carte du cosmos. Et chaque génération a été détrompée par de nouvelles découvertes qui ont élargi les frontières de l'inconnu. La planète 9 s'inscrit dans cette longue tradition de mondes hypothétiques qui ont hanté l'imagination des astronomes avant d'être confirmés ou réfutés par l'observation. Avant Neptune, il y avait les spéculations sur une planète perturbant Uranus. Avant Pluton, il y avait les recherches de la planète X au-delà de Neptune. Chacune de ces quêtes a enrichi notre compréhension du système solaire, même lorsqu'elle n'a pas abouti à la découverte espérée. Et même si la planète 9 n'existe pas, la recherche qui lui est consacrée aura des retombées précieuses. Elle aura conduit à la découverte de dizaines de nouveaux objets transneptuniens, chacun apportant sa propre contribution à notre compréhension des confins du système solaire. Elle aura stimulé le développement de nouvelles techniques d'observation et d'analyse. Elle aura forcé les astronomes à réexaminer leurs modèles de formation planétaire et à les confronter à des données toujours plus précises. En science, même les hypothèses qui se révèlent fausses peuvent être productives si elles stimulent la recherche et l'innovation. La quête de la planète 9, quelle que soit son issue, aura laissé sa marque sur l'astronomie du XXIe siècle. Mais laisse-moi maintenant te parler d'un aspect plus philosophique de cette recherche. Un aspect qui touche aux questions les plus profondes sur notre place dans l'univers. La possible existence de la planète 9 et notre incapacité à la voir malgré tous nos efforts nous confrontent à une réalité troublante sur les limites de notre connaissance. Nous vivons à une époque où la technologie semble toute puissante. Nous avons envoyé des robots sur Mars, photographié des trous noirs à des millions d'années-lumière.
détecter les ondes gravitationnelles prédites par Einstein il y a un siècle. Il est tentant de croire que rien ne peut résister à notre ingéniosité, que l'univers finira par livrer tous ses secrets sous l'assaut de nos instruments toujours plus perfectionnés. Mais la planète 9 nous rappelle que cette confiance est peut-être excessive. Voici un objet qui se trouve dans notre propre système solaire, à une distance que la lumière parcourt en quelques jours seulement, et nous ne pouvons pas le voir. Nos télescopes les plus puissants, nos algorithmes les plus sophistiqués, nos décennies d'efforts concentrés, tout cela ne suffit pas à percer l'obscurité qui enveloppe ce monde hypothétique. Cette impossibilité n'est pas temporaire. Elle n'est pas simplement le résultat d'un manque de financement ou d'une technologie insuffisante. Elle est inscrite dans les lois de la physique, dans la géométrie de notre système solaire, dans la nature même de la lumière et de la distance. Nous pourrions construire des télescopes 10 fois plus grands, 100 fois plus sensibles, et la planète 9 pourrait toujours échapper à notre regard si elle se trouve au mauvais endroit sur son orbite. Cette réalisation devrait nous rendre humbles. Elle devrait nous rappeler que l'univers est vaste au-delà de notre compréhension, que des mondes entiers peuvent exister à notre insu, juste au-delà de la portée de nos sens augmentés. Si nous ne pouvons pas voir ce qui se cache dans notre propre voisinage cosmique, que pouvons-nous espérer savoir des régions plus lointaines, des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, des époques reculées de l'univers primordial. La planète 9, si elle existe, est un rappel de notre ignorance fondamentale. Elle est un symbole de tout ce que nous ne savons pas, de tous les mystères qui attendent d'être découverts, de toutes les questions que nous n'avons même pas encore pensé à poser. Et en ce sens, elle est aussi une source d'émerveillement. Car tant qu'il reste des mystères à résoudre, l'aventure de la connaissance continue. Imagine un instant que tu es un explorateur des temps anciens, debout au bord d'un océan inconnu. Tu sais que quelque chose existe au-delà de l'horizon, car des débris étranges s'échouent là parfois sur tes rivages, car les oiseaux migrent dans des directions qui suggèrent des terres lointaines, car les courants marins semblent venir de quelque part. Mais tu ne peux pas voir ce quelque chose. L'horizon te le cache, la courbure de la terre te le dérobe, et tes embarcations ne sont pas assez robustes pour traverser les tempêtes qui t'en séparent. C'est exactement notre situation face à la planète 9. Nous voyons les débris, ces objets transneptuniens aux orbites étranges qui semblent avoir été poussés par quelque chose de massif. Nous percevons les courants, ces perturbations gravitationnelles qui ne s'expliquent pas par les planètes connues, mais l'objet lui-même demeure caché, au-delà de notre horizon instrumental, dans des régions où nos télescopes ne peuvent pas pénétrer avec suffisamment de clarté. Cette analogie avec l'exploration terrestre est plus qu'une simple métaphore. Elle nous rappelle que l'histoire de la connaissance humaine est jalonnée de tels moments, où nous savions que quelque chose existait sans pouvoir le voir directement. Les atomes ont été postulés des millénaires avant d'être observés. Les ondes électromagnétiques ont été prédites mathématiquement avant d'être détectées expérimentalement. Les trous noirs ont été déduits des équations d'Einstein des décennies avant que nous ne capturions leur première image. La science progresse souvent ainsi, par inférence avant confirmation, par déduction avant observation. La planète 9 s'inscrit dans cette tradition. Elle est peut-être réelle, attendant simplement que notre technologie rattrape nos calculs. Ou elle est peut-être le symptôme d'une erreur dans notre compréhension. Un mirage mathématique qui s'évanouira lorsque nous aurons mieux compris les véritables dynamiques des confins du système solaire. Dans les deux cas, la quête elle-même a de la valeur. Elle nous pousse à développer de meilleurs instruments, à affiner nos théories, à regarder plus attentivement les régions du cosmos que nous avions négligées. Même si la planète 9 n'existe pas, la recherche aura enrichi notre connaissance du système solaire externe d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement. Mais revenons maintenant à la physique de l'invisibilité, car il y a encore des aspects que nous n'avons pas explorés. Nous avons parlé de la distance et de la faiblesse de la lumière réfléchie. Nous avons mentionné la vastitude de la zone de recherche et la lenteur du mouvement apparent. Mais il existe un autre facteur, plus subtil, qui contribue à rendre la planète 9 si difficile à détecter. Ce facteur est lié à la nature de l'atmosphère terrestre. Même les meilleurs sites astronomiques du monde, perchés sur des montagnes isolées dans des déserts arides,
ne sont pas à l'abri des perturbations atmosphériques. L'air au-dessus de nos têtes est en perpétuel mouvement, agité par des courants thermiques, par des variations de densité, par des turbulences à toutes les échelles. Ces mouvements déforment les images que nos télescopes capturent, faisant scintiller les étoiles, floutant les détails fins, limitant la résolution effective de nos instruments. Ce phénomène, que les astronomes l'appellent le seeing, est particulièrement problématique pour l'observation d'objets faibles comme la planète Neuf. Lorsque la lumière d'un objet lointain traverse notre atmosphère turbulente, elle est dispersée et déformée, étalant l'image ponctuelle de l'objet sur une surface plus grande. Cet étalement dilue la lumière, rendant l'objet encore plus difficile à distinguer du bruit de fond. Les astronomes ont développé des techniques pour compenser partiellement ces effets atmosphériques. L'optique adaptative, par exemple, utilise des miroirs déformables qui changent de forme des milliers de fois par seconde pour contrecarrer les distorsions causées par l'atmosphère. Cette technologie a révolutionné l'astronomie au sol, permettant d'obtenir des images presque aussi nettes que celles des télescopes spatiaux. Mais l'optique adaptative a ses limites. Elle fonctionne mieux pour les objets brillants et compacts, moins bien pour les objets faibles et étendus. Et elle ne peut pas éliminer complètement les effets de l'atmosphère, seulement les réduire. Pour un objet aussi faible que la planète Neuf, même cette réduction peut ne pas être suffisante pour le faire émerger du bruit. C'est pourquoi certains astronomes ont proposé de chercher la planète Neuf depuis l'espace, où l'atmosphère terrestre ne pose plus de problème. Le télescope spatial Hubble, par exemple, offre une clarté d'image inégalée depuis le sol. Mais Hubble a un champ de vision très étroit, ce qui le rend mal adapté à la recherche d'un objet dont la position est inconnue sur une vaste région du ciel. Et le temps d'observation sur Hubble est extrêmement précieux, alloué avec parcimonie à des projets jugés prioritaires par des comités de sélection compétitifs. Le télescope spatial, James Webb, lancé en 2021, offre des capacités encore plus impressionnantes, particulièrement dans l'infrarouge où la planète Neuf émettrait une partie de sa faible chaleur interne. Mais James Webb souffre des mêmes limitations que Hubble en termes de champ de vision et de disponibilité. Utiliser ce précieux instrument pour balayer systématiquement les vastes régions où pourrait se cacher la planète Neuf serait considéré comme un gaspillage de ressources par beaucoup dans la communauté astronomique. Cette tension entre la valeur scientifique de la recherche de la planète Neuf et les contraintes pratiques des ressources observationnelles est l'un des défis constants auxquels font face les astronomes impliqués dans cette quête. Ils doivent continuellement justifier l'allocation de temps de télescope à une recherche qui pourrait ne jamais aboutir, face à des projets concurrents dont les résultats sont plus garantis. Et pourtant, la chasse continue, car le potentiel de découverte est trop grand pour être ignoré. Trouver la planète Neuf serait l'une des découvertes astronomiques les plus significatives du siècle, comparable à la découverte de Neptune ou de Pluton. Elle réécrirait notre compréhension du système solaire et ouvrirait un nouveau chapitre de l'exploration planétaire. Face à un tel enjeu, les astronomes sont prêts à investir des années d'efforts, même sans garantie de succès. Mais parlons maintenant d'un aspect encore plus troublant de cette histoire. Nous avons discuté de pourquoi il est si difficile de voir la planète Neuf. Mais que se passerait-il si nous la trouvions ? Quelles seraient les implications de cette découverte pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos ? La première implication serait immédiate et pratique. La découverte confirmerait que notre système solaire est plus vaste et plus complexe que nous ne le pensions. Elle démontrerait que des mondes majeurs peuvent que se cacher dans l'obscurité, échappant à notre détection pendant des siècles, voire des millénaires. Elle nous forcerait à réviser tous nos modèles de formation planétaire pour expliquer comment un tel objet a pu se former ou être capturé aux confins du système solaire. Mais au-delà de ces implications scientifiques, la découverte de la planète Neuf aurait une signification philosophique profonde. Elle nous rappellerait, une fois de plus, que l'univers est plus grand que notre imagination, qu'il recèle des surprises que nous n'avons pas anticipées, que notre connaissance, aussi avancée soit-elle, n'est qu'une île minuscule dans un océan d'ignorance. Cette leçon d'humilité serait particulièrement pertinente à notre époque, où la technologie nous donne parfois l'illusion de la toute-puissance. Nous manipulons des gènes,
nous créons des intelligences artificielles. Nous envoyons des robots explorer d'autres planètes. Il est tentant de croire que rien ne nous est impossible, que l'univers finira par céder tous ses secrets à notre ingéniosité. La planète 9, si elle existe, serait un rappel que cette confiance est mal placée. Voici un monde peut-être 10 fois plus massif que la Terre, gravitant dans notre propre système solaire depuis des milliards d'années. Et nous n'avons même pas été capables de le voir. Quels autres secrets l'univers garde-t-il cachés ? Non pas dans des galaxies lointaines inaccessibles, mais dans notre propre voisinage cosmique. Cette question devient encore plus vertigineuse lorsqu'on considère les échelles de temps impliquées. La planète 9, si elle existe, met entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. C'est une durée qui dépasse tout ce que l'expérience humaine peut appréhender. L'ensemble de l'histoire enregistrée de notre civilisation, depuis les premières écritures sumériennes jusqu'à l'ère spatiale, tiendrait confortablement dans une fraction de l'année de ce monde lointain. Lorsque la planète 9 était au même point de son orbite qu'aujourd'hui, il y a 20 000 ans, nos ancêtres vivaient encore dans des cavernes, chassant le mammouth avec des lances de silex, ignorant tout de l'agriculture, de l'écriture, des métaux. Ils regardaient le ciel nocturne avec les mêmes étoiles que nous. Mais ils ne pouvaient même pas imaginer qu'un monde géant dérivait silencieusement dans les ténèbres, si loin que sa lumière mettait des jours à atteindre leurs yeux. Et dans 20 000 ans, lorsque la planète 9 reviendra à cette même position, que sera devenue l'humanité ? Aurons-nous colonisé d'autres mondes ? Aurons-nous développé des technologies que nous ne pouvons même pas concevoir aujourd'hui ? Ou aurons-nous disparu, victimes de nos propres excès, laissant la Terre tourner silencieusement autour du Soleil sans personne pour contempler les étoiles ? Ces questions vertigineuses nous rappellent que nous sommes des créatures éphémères dans un cosmos d'une durée inimaginable. La planète 9, si elle existe, était là, bien avant nous, et sera là, bien après nous. Elle continuera sa lente promenade autour du Soleil, longtemps après que nos civilisations se seront éteintes. Longtemps après que le Soleil lui-même aura gonflé en géante rouge et englouti les planètes intérieures. Cette perspective temporelle devrait nous inspirer à la fois de l'humilité et de l'émerveillement. De l'humilité, car elle nous montre notre insignifiance face aux échelles cosmiques. De l'émerveillement, car elle nous permet d'entrevoir la majesté de l'univers, la grandeur des processus qui ont façonné notre système solaire et qui continuent de l'animer aujourd'hui. Mais revenons maintenant aux aspects plus concrets de notre sujet. Nous avons exploré pourquoi la planète 9 est invisible et quelles seraient les implications de sa découverte. Mais nous n'avons pas encore parlé en détail des efforts actuels pour la trouver des équipes de chercheurs qui consacrent leur carrière à cette quête, des stratégies innovantes qu'ils déploient pour percer le voile de ténèbres qui enveloppe ce monde hypothétique. L'une des approches les plus systématiques est celle menée par Konstantin Batygin et Michael Brown eux-mêmes, les deux astronomes qui ont proposé l'existence de la planète 9 en 2016. Depuis cette annonce initiale, ils ont continué à affiner leur modèle, à réduire la zone de recherche, à calculer avec toujours plus de précision où ce monde fantôme devrait se trouver. Leurs travaux les plus récents suggèrent que la planète 9 est probablement plus proche et moins massive qu'initialement estimé. Au lieu de 10 masses terrestres à 600 unités astronomiques, ils proposent maintenant un objet de 5 à 6 masses terrestres à environ 400 unités astronomiques. Cette révision, bien que modeste, a des implications importantes pour les stratégies de recherche, car un objet plus proche et légèrement moins massif serait plus facile à détecter avec les instruments actuels. Brown et Batygin ont également publié des cartes détaillées montrant les régions du ciel où la planète 9 a le plus de chances de se trouver. Ces cartes tiennent compte de toutes les observations effectuées jusqu'à présent, éliminant les zones qui ont déjà été scrutées sans succès. La région de recherche prioritaire se trouve actuellement dans la constellation d'Orion, une zone du ciel malheureusement encombrée d'étoiles brillantes et de nébuleuses qui compliquent la détection d'objets faibles. D'autres équipes dans le monde poursuivent des recherches parallèles, utilisant différents télescopes et différentes méthodes. Au Japon, une équipe utilise le télescope Subaru pour effectuer un relevé systématique des régions externes du système solaire. En Europe,
Des astronomes analysent les archives du satellite Gaïa, qui a cartographié plus d'1 milliard d'étoiles avec une précision sans précédent, espérant trouver dans ces données les traces d'un objet en mouvement qui aurait échappé aux recherches précédentes. Et puis, il y a les citoyens scientifiques, ces amateurs passionnés qui contribuent à la recherche depuis leur ordinateur personnel. Le projet Backyard Worlds, lancé par la NASA, invite le public à examiner des images du télescope spatial WISE à la recherche d'objets en mouvement que les algorithmes automatiques auraient manqué. Des milliers de volontaires ont participé à ce projet, analysant des millions d'images, découvrant des centaines de nouveaux objets, dont plusieurs naines brunes, ces étoiles ratées qui ne sont pas assez massives pour déclencher la fusion nucléaire. La planète 9 pourrait être découverte par l'un de ces citoyens scientifiques, un amateur scrutant son écran dans son salon, repérant un point lumineux qui se déplace imperceptiblement d'une image à l'autre. Cette possibilité démocratise la recherche astronomique, rappelant que les grandes découvertes ne sont pas toujours réservées aux professionnels disposant des plus grands télescopes. Mais quelle que soit la méthode qui finira par révéler la planète 9, si elle existe, cette découverte marquera un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Elle sera célébrée comme l'un des triomphes de la persévérance scientifique, la récompense de décennies d'efforts acharnés pour percer un mystère qui semblait insoluble. Et si la planète 9 n'est jamais trouvée? Si, après des années de recherches infructueuses, les astronomes finissent par conclure qu'elle n'existe probablement pas? Cette conclusion, bien que décevante, aurait aussi sa valeur. Elle nous forcerait à chercher d'autres explications aux anomalies gravitationnelles observées. Peut-être des explications encore plus surprenantes que l'existence d'une planète cachée. Certains scientifiques ont proposé des alternatives à l'hypothèse de la planète 9. L'une des plus intrigantes suggère que les anomalies orbitales pourraient être causées non pas par un seul objet massif, mais par un disque de débris glacé, une extension de la ceinture de Kuiper s'étendant bien au-delà des régions que nous avons explorées. La masse cumulée de ces milliers d'objets minuscules pourrait produire les mêmes effets gravitationnels qu'une seule planète géante. Une autre hypothèse, plus spéculative encore, suggère que les anomalies pourraient être le signe d'une physique nouvelle, d'une déviation subtile par rapport aux lois de Newton et d'Einstein dans les régions les plus éloignées du système solaire. Cette possibilité est considérée comme peu probable par la plupart des physiciens, car les lois de la gravitation ont été testées avec une précision extraordinaire dans de nombreux contextes différents. Mais la science reste ouverte à toutes les possibilités, et seules les observations futures pourront trancher définitivement. Il existe même une hypothèse encore plus exotique qui a fait les gros titres de la presse populaire, bien qu'elle soit considérée comme hautement improbable par la communauté scientifique. Certains physiciens ont suggéré que la planète 9 pourrait être non pas une planète conventionnelle, mais un trou noir primordial, un vestige minuscule mais incroyablement dense du Big Bang lui-même. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent, seraient des objets de la taille d'une balle de tennis, mais avec une masse comparable à celle de plusieurs terres. Ils auraient été formés dans les instants chaotiques suivant la naissance de l'univers, lorsque des fluctuations de densité extrêmes auraient pu comprimer la matière au-delà du seuil critique. Un tel objet, capturé par la gravité du Soleil il y a des milliards d'années, pourrait produire exactement les mêmes effets gravitationnels qu'une planète géante conventionnelle. Mais un trou noir primordial serait infiniment plus difficile à détecter. Ne réfléchissant aucune lumière, n'émettant aucune chaleur, il serait totalement invisible à nos télescopes. La seule façon de le repérer serait d'observer les effets de sa gravité sur la lumière des étoiles d'arrière-plan, un phénomène appelé micro-lentilles gravitationnelles. Des projets sont en cours pour rechercher ces effets, mais les chances de succès sont minces. Cette hypothèse du trou noir primordial illustre à quel point notre imagination peut s'envoler lorsque nous sommes confrontés à des mystères irrésolus. La planète 9 pourrait être une géante de glace conventionnelle, similaire à Uranus ou Neptune. Elle pourrait être une super-Terre rocheuse, un type de planète commun autour d'autres étoiles mais absent de notre système solaire connu. Elle pourrait être quelque chose d'entièrement inattendu, défiant nos catégories existantes. Ou elle pourrait ne pas exister du tout. Simple illusion créée par des biais observationnels et des coïncidences statistiques.
C'est cette incertitude qui rend la quête si fascinante et si frustrante à la fois. Nous ne savons pas ce que nous cherchons vraiment, ni même si ce que nous cherchons existe. Nous suivons des indices, des traces, des perturbations, espérant qu'ils nous mèneront vers une découverte qui changera notre vision du cosmos. Cette situation d'incertitude est inconfortable pour l'esprit humain, qui préfère les certitudes aux doutes, les réponses aux questions. Mais elle est aussi, paradoxalement, ce qui donne à la science son élan et sa vitalité. C'est parce que nous ne savons pas que nous cherchons. C'est parce que le mystère demeure que l'exploration continue. La planète 9, qu'elle existe ou non, nous aura appris quelque chose de précieux sur nous-mêmes et sur notre rapport à l'inconnu. Elle nous aura rappelé que le cosmos est plus vaste que notre imagination, que des mondes peuvent être cachés juste au-delà de la portée de nos instruments, que l'humilité est la première vertu du scientifique face à l'immensité de ce qu'il ignore. Et maintenant, alors que la nuit s'approfondit et que les étoiles poursuivent leur lente rotation autour du pôle céleste, laisse-moi te parler des implications les plus profondes de cette quête. Car au-delà des considérations scientifiques et techniques, la recherche de la planète 9 touche à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers et sur les limites de notre capacité à le comprendre. Nous vivons sur une petite planète, dans un système solaire ordinaire, à la périphérie d'une galaxie parmi des milliards d'autres. Cette perspective, que les astronomes appellent le principe copernicien, suggère que nous n'occupons aucune position privilégiée dans le cosmos. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, ni même au centre de notre propre galaxie. Nous sommes des habitants d'une banlieue cosmique, regardant les étoiles et nous demandant ce qui se cache dans les vastes espaces entre elles. La possible existence de la planète 9 renforce cette vision de notre insignifiance cosmique. Voici un monde peut-être plus massif que notre Terre, orbitant dans notre propre système solaire depuis des milliards d'années, et nous ignorons jusqu'à son existence. Si nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve dans notre propre voisinage, que pouvons-nous espérer savoir du reste de l'univers ? Cette question peut sembler décourageante, mais elle peut aussi être source d'émerveillement. Car si tant de mystères demeurent à découvrir si près de nous, alors l'aventure de la connaissance ne fait que commencer. Chaque génération de scientifiques aura de nouvelles frontières à explorer, de nouveaux mondes à découvrir, de nouvelles questions à poser. L'univers ne cessera jamais de nous surprendre. Et c'est peut-être là la leçon la plus précieuse que nous offre la quête de la planète 9. Non pas la découverte d'un monde nouveau, bien que cela serait extraordinaire, mais la prise de conscience que notre connaissance est toujours incomplète, toujours provisoire, toujours ouverte à la révision. Cette humilité épistémologique est la marque des grands scientifiques, ceux qui reconnaissent que chaque réponse engendre de nouvelles questions, que chaque découverte révèle de nouveaux mystères. Isaac Newton, qui formula les lois de la gravitation universelle, écrivit un jour qu'il se sentait comme un enfant jouant sur le rivage, s'amusant de temps en temps à trouver un caillou plus lisse ou un coquillage plus joli que d'ordinaire, tandis que le grand océan de la vérité s'étendait devant lui, entièrement inexploré. Cette métaphore demeure pertinente aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Nous avons découvert beaucoup de cailloux et de coquillages depuis l'époque de Newton. Mais l'océan de l'inconnu semble s'être agrandi plutôt que rétréci. La planète 9 est l'un de ces mystères qui nous rappelle l'immensité de cet océan. Elle flotte quelque part dans les ténèbres, peut-être réelle, peut-être imaginaire, défiant nos efforts pour la voir, nous narguant avec des indices indirects qui ne suffisent pas à confirmer son existence. Et pendant que nous la cherchons, nous apprenons énormément sur les confins de notre système solaire, sur les dynamiques gravitationnelles qui façonnent les orbites des objets lointains, sur les limites de nos instruments et de nos méthodes. Mais au-delà de ces apprentissages scientifiques, la quête de la planète 9 nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Elle nous montre que nous sommes une espèce curieuse, poussée par un désir irrépressible de comprendre le monde qui nous entoure. Nous ne nous contentons pas de vivre sur notre petite planète, de cultiver nos champs, de construire nos villes. Nous levons les yeux vers le ciel et nous nous demandons ce qui se cache là-haut, dans les profondeurs infinies de l'espace. Cette curiosité est peut-être notre trait le plus distinctif en tant qu'espèce.
Elle nous a poussés à explorer tous les continents de notre planète, à plonger dans les abysses des océans, à escalader les plus hautes montagnes. Et maintenant, elle nous pousse au-delà de notre monde, vers les autres planètes de notre système solaire, vers les étoiles lointaines, vers les galaxies situées à des milliards d'années-lumière. La recherche de la planète 9 s'inscrit dans cette longue tradition d'exploration et de découverte. Elle est l'expression contemporaine d'une pulsion qui remonte aux origines de notre espèce, lorsque nos ancêtres quittèrent les savanes africaines pour explorer des territoires inconnus. Cette même pulsion nous pousse aujourd'hui à scruter les confins du système solaire, espérant apercevoir un monde que personne n'a jamais vu. Et même si cette quête échoue, même si la planète 9 se révèle être un mirage, l'effort n'aura pas été vain. Car l'exploration scientifique n'est pas seulement une quête de résultats, c'est aussi un processus de questionnement et d'apprentissage qui a sa valeur propre. Chaque hypothèse testée, chaque observation effectuée, chaque donnée analysée contribue à enrichir notre compréhension du cosmos, que le résultat final soit positif ou négatif. Les philosophes des sciences appellent cela la falsifiabilité. L'idée qu'une hypothèse scientifique doit pouvoir être réfutée par l'observation pour avoir une valeur. L'hypothèse de la planète 9 est éminemment falsifiable. Si nous scrutons suffisamment le ciel sans rien trouver, si nous éliminons toutes les régions où cette planète pourrait se cacher, alors nous devrons conclure qu'elle n'existe probablement pas. Cette conclusion, bien que décevante, serait aussi une forme de connaissance, la connaissance de ce qui n'est pas. Mais nous n'en sommes pas encore là. La recherche continue et chaque année apporte de nouvelles données, de nouvelles analyses, de nouveaux espoirs. L'observatoire Vera-Rubin, dont nous avons parlé, commencera bientôt ses opérations et pourrait transformer notre capacité à détecter des objets faibles aux confins du système solaire. De nouvelles missions spatiales sont en cours de planification, qui pourraient nous donner des perspectives inédites sur les régions transneptuniennes. Et les astronomes continuent d'affiner leurs modèles, réduisant progressivement la zone de recherche et augmentant les chances de succès. Il est possible que la planète 9 soit découverte demain, ou dans un an, ou dans une décennie. Il est aussi possible qu'elle ne soit jamais trouvée, soit parce qu'elle n'existe pas, soit parce qu'elle se trouve dans une région du ciel ou à une distance que nos instruments ne peuvent pas atteindre. Cette incertitude fait partie intégrante de l'aventure scientifique, et nous devons l'accepter avec sérénité. Mais laisse-moi maintenant te parler d'un aspect plus personnel de cette quête, l'expérience humaine de la recherche, les émotions et les motivations qui animent les scientifiques engagés dans cette traque du fantôme céleste. Car derrière les équations et les télescopes, il y a des hommes et des femmes passionnés, qui consacrent leur vie à résoudre des énigmes que d'autres considèrent comme insolubles. Michael Brown, l'un des 2 astronomes qui ont proposé l'existence de la planète 9, est connu dans le monde astronomique comme le tueur de Pluton. C'est lui qui, en découvrant Eris en 2005, un objet transneptunien de taille comparable à Pluton, a déclenché le débat qui a conduit à la reclassification de Pluton comme planète naine en 2006. Cette décision controversée lui a valu autant de critiques que d'éloges, et il l'assume avec un mélange d'humour et de détermination. Pour Brown, la recherche de la planète 9 est une sorte de rédemption scientifique. Après avoir retiré une planète du système solaire, il espère maintenant en ajouter une nouvelle, une vraie cette fois, suffisamment massive pour mériter sans contestation le titre de planète. Cette motivation personnelle, mêlée à la curiosité scientifique pure, illustre la complexité des facteurs qui poussent les chercheurs à s'engager dans des quêtes aussi ambitieuses. Constantine Batygine, le co-auteur de l'étude originale sur la planète 9, apporte une perspective différente. Plus jeune que Brown, formé à la modélisation numérique et à la dynamique céleste, il aborde le problème avec les outils mathématiques les plus avancés. Pour lui, la planète 9 est avant tout un puzzle intellectuel, un défi théorique qu'il s'acharne à résoudre avec la rigueur et l'élégance qui caractérisent les meilleurs physiciens. Ensemble, Brown et Batygine forment une équipe complémentaire, combinant l'expérience observationnelle de l'un avec l'expertise théorique de l'autre.
Leur collaboration illustre l'importance du travail d'équipe en sciences modernes, où les problèmes sont souvent trop complexes pour être résolus par un seul individu, aussi brillant soit-il. Mais Brown et Batygin ne sont pas seuls dans cette quête. Des dizaines d'autres astronomes dans le monde poursuivent des recherches parallèles, utilisant différentes approches et différentes méthodes. Certains sont des rivaux amicaux, espérant être les premiers à découvrir la planète 9 et à inscrire leur nom dans l'histoire de l'astronomie. D'autres sont des collaborateurs, partageant leurs données et leurs idées pour faire avancer la connaissance collective. Cette communauté scientifique, avec ses rivalités et ses collaborations, ses espoirs et ses déceptions, est le véritable moteur de la recherche. Car la science n'est pas seulement une accumulation de faits et de théories, c'est aussi une entreprise humaine, portée par des individus avec leurs passions, leurs ambitions et leurs limites. La quête de la planète 9 est autant une histoire humaine qu'une histoire astronomique. Et au centre de cette histoire, il y a une émotion fondamentale qui anime tous ces chercheurs, l'émerveillement face à l'univers. Malgré les frustrations, malgré les échecs, malgré les années de travail sans résultat tangible, les astronomes qui cherchent la planète 9 continuent parce qu'ils sont fascinés par le cosmos, parce qu'ils veulent comprendre les mystères qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Cet émerveillement est peut-être la motivation la plus pure qui existe en science. Il précède toute considération de carrière ou de reconnaissance, tout calcul de coûts et de bénéfices. C'est le même émerveillement qui a poussé Galilée à pointer sa lunette vers Jupiter, Newton a médité sur la chute d'une pomme, Einstein a imaginé ce que verrait un observateur voyageant à la vitesse de la lumière. La planète 9, si elle existe, nous émerveillera. Elle nous montrera que notre système solaire est plus vaste et plus complexe que nous ne le pensions, qu'il recèle encore des surprises après des siècles d'observation. Et même si elle n'existe pas, la recherche nous aura émerveillés à sa manière, en nous révélant la richesse des régions transneptuniennes, la diversité des objets qui y dérivent, la complexité des dynamiques gravitationnelles qui les gouvernent. Mais laisse-moi maintenant te ramener vers les étoiles, vers cette nuit paisible qui enveloppe notre monde pendant que tu écoutes ces mots. Car la quête de la planète 9 n'est pas seulement une histoire de science et de technologie. C'est aussi une méditation sur notre condition humaine, sur notre place dans un univers dont l'immensité dépasse notre entendement. Regarde le ciel nocturne si tu le peux, ou imagine-le si les nuages ou les lumières de la ville te le cachent. Chaque point lumineux que tu vois est un soleil, une étoile comme la nôtre, peut être entourée de planètes comme les nôtres. Et entre ces points lumineux, il y a des distances si vastes que la lumière elle-même, voyageant à 300 000 km par seconde, met des années, des siècles, des millénaires à les parcourir. Dans cette immensité, notre système solaire n'est qu'un grain de sable sur une plage infinie. Et la planète 9, si elle existe, n'est qu'un grain de poussière dans ce grain de sable. Elle dérive silencieusement dans les ténèbres, froide et solitaire, ignorant notre existence comme nous ignorons la sienne. Elle ne se soucie pas de nos télescopes et de nos équations, de nos espoirs et de nos frustrations. Elle suit simplement sa trajectoire autour du Soleil, comme elle le fait depuis des milliards d'années. Cette indifférence du cosmos à notre égard peut sembler effrayante, et elle l'est d'une certaine manière. Nous aimerions croire que l'univers se soucie de nous, qu'il a été créé pour nous, que nous occupons une place spéciale dans son grand dessein. Mais la science nous enseigne une leçon différente. Elle nous montre que nous sommes le produit de processus naturels qui n'avaient pas de but particulier, que notre existence est le fruit du hasard et de la nécessité, que l'univers continuerait à exister même si nous disparaissions demain. Cette perspective peut être libératrice autant qu'effrayante. Elle nous libère de l'illusion de notre importance cosmique, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre vie sur cette petite planète, nos relations avec nos semblables, notre responsabilité envers les générations futures. Et elle nous invite à apprécier la beauté et la majesté de l'univers pour ce qu'elles sont. Non pas des signes de notre importance, mais des manifestations de la nature dont nous faisons partie. La planète 9, si elle existe, est une partie de cette nature.
Elle est un fragment de la matière qui s'est condensé il y a des milliards d'années, lorsque notre système solaire se formait à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Elle partage notre origine cosmique, notre histoire stellaire. En ce sens, elle est notre parente, une sœur lointaine dérivant dans l'obscurité, attendant peut-être d'être retrouvée par ceux qui partagent son berceau. Cette pensée peut réchauffer le cœur dans la froideur de l'espace. Nous ne sommes pas vraiment seuls dans ce cosmos immense. Nous sommes entourés d'objets qui partagent notre histoire, notre chimie, notre physique. Les atomes qui composent notre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Les mêmes atomes composent la planète 9, les comètes de la ceinture de Kuiper, les galaxies lointaines que nous observons avec nos télescopes. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, comme l'a dit le grand astronome Carl Sagan. Cette poussière s'est assemblée de différentes manières à travers le cosmos, formant des étoiles et des planètes, des comètes et des astéroïdes, et sur au moins une petite planète bleue, des êtres capables de contempler les étoiles et de se demander d'où ils viennent. La quête de la planète 9 est une expression de cette capacité unique. Nous sommes le cosmos qui se contemple lui-même, la matière qui a développé une conscience et une curiosité, l'univers qui essaie de se comprendre à travers nous. Chaque télescope que nous construisons, chaque équation que nous dérivons, chaque observation que nous effectuons est une tentative de l'univers pour se connaître lui-même. Et même si nous ne trouvons jamais la planète 9, même si ce fantôme céleste demeure éternellement hors de portée, la quête elle-même aura eu un sens. Elle nous aura rappelé que nous sommes des explorateurs, que notre destin est de chercher, de questionner, de nous émerveiller. Elle nous aura connectés à cette longue tradition humaine qui remonte aux premiers observateurs du ciel, ces bergers et ces prêtres qui regardèrent les étoiles et essayaient de déchiffrer leur message. Mais la nuit avance, et il est temps de parler de ce que l'avenir nous réserve peut-être, car la recherche de la planète 9 ne s'arrête pas avec les efforts actuels. Elle continuera dans les années et les décennies à venir, portée par de nouveaux instruments, de nouvelles méthodes, de nouvelles générations de chercheurs. L'observatoire Vera-Rubin, dont j'ai déjà parlé, représente l'espoir le plus immédiat. Lorsqu'il commencera ses opérations, il effectuera le relevé le plus complet jamais réalisé du ciel nocturne, photographiant l'ensemble de la voûte céleste visible depuis le Chili tous les quelques nuits pendant une décennie. Cette couverture systématique et répétée est exactement ce dont nous avons besoin pour détecter des objets faibles et lents comme la planète 9. Les algorithmes de l'observatoire Rubin sont spécifiquement conçus pour repérer les objets en mouvement, comparant automatiquement des millions d'images pour identifier les points lumineux qui changent de position au fil du temps. Si la planète 9 se trouve dans une région accessible depuis l'hémisphère sud, et si sa luminosité est suffisante pour être détectée par le télescope, il y a de bonnes chances qu'elle soit repérée dans les premières années d'opération. Mais même si l'observatoire Rubin échoue, d'autres opportunités se présenteront. Les télescopes de la prochaine génération, comme le télescope géant Magellan ou le télescope extrêmement grand de l'Observatoire européen austral, offriront des capacités d'observation sans précédent. Leurs miroirs géants collecteront beaucoup plus de lumière que les instruments actuels, permettant de détecter des objets beaucoup plus faibles. Et au-delà des télescopes au sol, l'espace offre des possibilités encore plus excitantes. Le successeur du télescope James Webb, quel qu'il soit, pourrait être conçu avec la recherche de planètes lointaines comme l'un de ses objectifs prioritaires. Des missions dédiées à l'exploration des régions transneptuniennes pourraient être lancées, équipées d'instruments optimisés pour détecter et caractériser des objets comme la planète 9. Certains visionnaires vont encore plus loin, imaginant des sondes qui voyageraient jusqu'aux confins du système solaire pour explorer directement ces régions mystérieuses. Le projet Breakthrough Starshot, par exemple, propose d'envoyer des nanosondes propulsées par des voiles solaires vers d'autres étoiles. Une version moins ambitieuse de cette technologie pourrait être utilisée pour atteindre les régions où se cacherait la planète 9 en quelques décennies plutôt qu'en siècles. Imagine une sonde minuscule, pas plus grande qu'une pièce de monnaie, propulsée par un puissant faisceau laser vers les ténèbres extérieures. Voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, elle atteindrait la distance supposée de la planète 9 en quelques années seulement. Équipée de capteurs miniaturisés,
Elle pourrait photographier ce monde fantôme de près, révélant des détails que nos télescopes terrestres ne pourraient jamais apercevoir. Cette vision peut sembler fantaisiste, mais elle n'est pas impossible. Les technologies nécessaires existent en principe, même si leur développement pratique prendrait des décennies et des investissements considérables. Et si la planète 9 était confirmée par d'autres moyens, l'intérêt pour une telle mission augmenterait considérablement, justifiant peut-être les efforts et les coûts impliqués. Mais ne nous perdons pas trop dans les spéculations futuristes. Revenons au présent, à cette nuit tranquille, où nous contemplons ensemble les mystères du cosmos. Car la beauté de la quête de la planète 9 réside non seulement dans sa destination potentielle, mais aussi dans le voyage lui-même, dans le processus d'exploration et de découverte qui nous rapproche un peu plus de la vérité à chaque étape. Chaque observation effectuée, même si elle ne révèle pas la planète 9, nous apprend quelque chose sur les confins du système solaire. Chaque objet transneptunien découvert enrichit notre catalogue de ces mondes lointains, nous permettant de mieux comprendre leur distribution, leur composition, leur histoire. Chaque modèle théorique affiné améliore notre compréhension des dynamiques gravitationnelles qui façonnent ces régions obscures. Et au-delà des données scientifiques, la quête de la planète 9 nous offre quelque chose de plus précieux encore, un sens de l'émerveillement, une connexion avec le cosmos, un rappel que l'univers est plus grand et plus mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. Ces dons intangibles ont une valeur qui dépasse toute mesure quantitative, une valeur qui touche à l'essence même de ce que signifie être humain. Car nous sommes une espèce qui a besoin de mystères. Nous avons besoin de questions sans réponse, d'énigmes à résoudre, d'horizons à explorer. Sans ces défis, notre curiosité s'atrophierait, notre créativité s'étiolerait, notre esprit s'engourdirait. La planète 9 nous offre un tel mystère, un défi à notre ingéniosité, une invitation à regarder au-delà de ce que nous connaissons vers ce qui pourrait être. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion de ce voyage nocturne, laisse-moi te poser une question. Que ressens-tu en pensant à ce monde fantôme dérivant dans les ténèbres, si loin que notre lumière met des jours à l'atteindre, si froid que même l'azote y gèlerait, si solitaire qu'aucun regard ne s'est jamais posé sur ces paysages glacés? Peut-être ressens-tu de la curiosité, ce désir, irrépressible de savoir si ce monde existe vraiment et à quoi il ressemble. Peut-être ressens-tu de l'émerveillement, cette sensation vertigineuse face à l'immensité du cosmos et à la petitesse de notre place en son sein. Peut-être ressens-tu de l'inquiétude, ce frisson existentiel qui nous saisit lorsque nous contemplons l'indifférence de l'univers à notre égard. Toutes ces émotions sont légitimes, et toutes font partie de l'expérience humaine face au cosmos. La science ne nous dit pas comment nous devons nous sentir devant les mystères qu'elle révèle. Elle nous offre des faits, des théories, des observations, et nous laisse libres d'y réagir selon notre propre sensibilité. Ce que la science nous offre, c'est une fenêtre sur la réalité, une façon de voir le monde tel qu'il est plutôt que tel que nous voudrions qu'il soit. Et ce qu'elle nous montre dans le cas de la planète 9, c'est un univers où des mondes entiers peuvent se cacher dans l'obscurité, où notre connaissance a des limites fondamentales, où l'exploration n'a pas de fin prévisible. Cette vision peut être déstabilisante pour certains, réconfortante pour d'autres. Elle peut nous faire sentir petits et insignifiants, ou au contraire, nous donner le vertige de l'infini. Cette sensation exaltante de faire partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. La réponse que nous choisissons d'avoir face à ces révélations en dit autant sur nous que sur l'univers lui-même. Mais quelle que soit notre réponse émotionnelle, la quête continue. Les télescopes scrutent le ciel nuit après nuit, les ordinateurs analysent des millions d'images, les théoriciens affinent leurs modèles, les observateurs guettent le signal qui confirmerait l'existence de ce monde fantôme. Et peut-être, un jour prochain ou lointain, cette quête aboutira. Peut-être verrons-nous enfin ce géant des ténèbres, ce monde qui a échappé à notre regard pendant si longtemps. Ou peut-être ne le verrons-nous jamais. Peut-être la planète 9 restera-t-elle éternellement hors de portée, un mystère non résolu que nous léguerons aux générations futures. Cette possibilité aussi fait partie de l'aventure scientifique, car toutes les quêtes n'aboutissent pas, tous les mystères ne sont pas résolus.
L'univers n'est pas obligé de nous livrer ses secrets simplement parce que nous les cherchons. Mais même dans ce cas, la quête aura eu sa valeur. Elle nous aura rappelé l'importance de la curiosité, la beauté de l'exploration, la noblesse de la recherche de la vérité. Elle nous aura montré que l'humanité est capable de s'unir autour de projets qui dépassent les intérêts individuels et les frontières nationales, des projets qui visent à comprendre notre place dans le cosmos. Et elle nous aura offert, à toi et à moi, ces moments de contemplation nocturne, ces réflexions sur l'immensité de l'univers et la brièveté de notre existence. Ces moments ont une valeur inestimable, car ils nous connectent à quelque chose de plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres pensants dans un univers qui défie notre compréhension. Alors que cette nuit touche à sa fin, laisse-moi rassembler les fils de cette longue méditation sur la planète 9 et sur ce qu'elle représente pour notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Nous avons commencé par le constat troublant qu'un monde potentiellement 10 fois plus massif que la Terre pourrait se cacher dans notre propre système solaire, invisible à nos instruments les plus puissants. Cette impossibilité de voir ce géant fantôme n'est pas un échec technologique passager, mais une conséquence inévitable des lois de la physique, de la géométrie de notre système solaire, de la nature même de la lumière et de la distance. Nous avons exploré les preuves indirectes qui suggèrent l'existence de la planète 9. Ces orbites étrangement alignées des objets transneptuniens extrêmes qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un corps massif dans les régions externes du système solaire. Ces preuves ne sont pas des certitudes, mais des indices, des empreintes dans la neige cosmique qui trahissent le passage d'une créature que personne n'a jamais vue. Nous avons plongé dans les obstacles pratiques qui rendent la recherche de la planète 9 si difficile. La faiblesse extrême de la lumière qu'elle réfléchirait, la vastitude de la zone de recherche, la lenteur de son mouvement apparent, l'encombrement du ciel par les étoiles d'arrière-plan. Chacun de ces obstacles serait surmontable individuellement, mais leur combinaison crée un défi d'une difficulté sans précédent. Nous avons contemplé les implications philosophiques de cette quête, ce qu'elle nous révèle sur les limites de notre connaissance, sur notre place dans un univers indifférent à notre existence, sur la nature même de l'exploration scientifique. La planète 9, qu'elle existe ou non, nous a offert une occasion de réfléchir sur des questions fondamentales qui dépassent de loin les considérations astronomiques. Et nous avons imaginé l'avenir, les nouveaux instruments et les nouvelles méthodes qui pourraient un jour percer le mystère, les générations de chercheurs qui continueront la quête longtemps après nous, les découvertes inattendues qui jalonneront ce chemin vers l'inconnu. Mais au-delà de tous ces éléments, il y a une leçon centrale qui émerge de cette exploration. C'est la leçon de l'humilité face à l'immensité du cosmos. Nous avons tendance à croire que notre technologie nous rend tout-puissants, que rien ne peut résister à notre ingéniosité, que l'univers finira par céder tous ses secrets à notre assaut. La planète 9 nous rappelle que cette confiance est mal placée. Voici un monde qui pourrait être plus massif que notre Terre, orbitant dans notre propre système solaire depuis des milliards d'années. Et nous ne pouvons même pas le voir. Nous pouvons photographier des galaxies à des milliards d'années-lumière, mais nous ne pouvons pas détecter ce qui se trouve dans notre propre voisinage cosmique. Cette ironie devrait nous faire réfléchir sur les limites fondamentales de notre capacité à comprendre l'univers. Mais cette humilité n'est pas une raison de désespérer. Au contraire, elle est une invitation à l'émerveillement, à la curiosité, à l'exploration continue. Car si tant de mystères demeurent à découvrir si près de nous, alors l'aventure de la connaissance ne fait que commencer. Chaque génération aura de nouvelles frontières à explorer, de nouveaux mondes à découvrir, de nouvelles questions à poser. La planète 9, si elle existe, est l'un de ces mondes qui attendent d'être découverts. Elle dérive quelque part dans les ténèbres, froide et silencieuse, indifférente à nos efforts pour la trouver. Elle était là bien avant que les premiers humains ne lèvent les yeux vers les étoiles, et elle sera là bien après que notre civilisation se sera éteinte. Elle est une partie du cosmos, comme nous le sommes nous-mêmes, et en la cherchant, nous cherchons à mieux comprendre notre propre origine et notre propre place dans l'univers. Cette quête nous relie à tous ceux qui, avant nous, ont contemplé le ciel nocturne et se sont demandé ce qui se cachait dans ses profondeurs.
les bergers de Mésopotamie qui observaient haut les mouvements des planètes, les astronomes grecs qui calculèrent la taille de la Terre et la distance de la Lune, les navigateurs polynésiens qui traversèrent le Pacifique en se guidant sur les étoiles. Tous ces explorateurs du passé sont nos ancêtres spirituels, et nous poursuivons leur œuvre avec les moyens de notre époque. Et cette quête nous relie aussi à tous ceux qui, après nous, continueront à scruter le cosmos et à chercher des réponses aux questions que nous n'aurons pas résolues. Les astronomes du futur, avec leurs instruments que nous ne pouvons pas imaginer et leurs méthodes que nous ne pouvons pas concevoir, reprendront le flambeau et iront plus loin que nous n'avons pu aller. La planète 9, si elle n'est pas découverte de notre vivant, sera peut-être révélée à leur regard, récompensant enfin des siècles de patience et de persévérance. Cette continuité de l'effort humain à travers les générations est l'une des plus belles manifestations de notre espèce. Nous ne cherchons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront après nous. Nous accumulons des connaissances que nous ne pourrons pas utiliser personnellement, mais qui enrichiront l'humanité future. Nous plantons des arbres dont nous ne goûterons jamais les fruits, mais dont nos descendants profiteront. La quête de la planète 9 s'inscrit dans cette noble tradition. Même si nous ne la trouvons pas, nos efforts auront posé les fondations sur lesquelles les générations futures construiront. Nos observations, nos modèles, nos hypothèses seront le point de départ de leurs propres recherches. Et peut-être, un jour lointain, quelqu'un regardera en arrière et remerciera les astronomes du début du XXIe siècle pour avoir ouvert la voie vers cette découverte. Mais laissons maintenant ces considérations sur l'avenir et revenons au présent, à cette nuit qui s'achève doucement, à ce moment de contemplation partagée. Car la beauté de l'astronomie ne réside pas seulement dans les découvertes futures qu'elle promet, mais aussi dans l'expérience présente qu'elle offre, cette connexion immédiate avec le cosmos qui nous entoure. En ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, la Terre tourne sur elle-même, emportant nos villes et nos campagnes dans sa rotation quotidienne. La Lune poursuit sa course autour de notre planète, tirant les marées et illuminant les nuits claires. Les planètes gravitent autour du Soleil, chacune suivant sa propre orbite à sa propre vitesse, et quelque part, très loin, dans les ténèbres glacées des confins du système solaire, un monde que nous n'avons jamais vu continue sa lente promenade autour de notre étoile. Peut-être ce monde existe-t-il vraiment? Peut-être est-il un mirage, une illusion créée par notre désir de comprendre des anomalies qui s'expliqueront autrement. Nous ne le savons pas encore, et cette incertitude fait partie de ce qui rend la quête si fascinante. Mais une chose est certaine, le cosmos est plus vaste et plus mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. Des surprises nous attendent dans les régions que nous n'avons pas encore explorées. Des découvertes qui bouleverseront notre vision du monde, des révélations qui répondront à certaines de nos questions, tout en soulevant de nouvelles. La planète 9 n'est qu'un exemple de ces mystères qui nous attendent. Il y en a d'autres, innombrables, dispersés à travers l'univers, attendant d'être découverts par ceux qui auront le courage et la persévérance de les chercher. Et tant qu'il restera des mystères à résoudre, l'humanité continuera à lever les yeux vers les étoiles et à se demander ce qui se cache dans leur profondeur. Cette curiosité est notre héritage le plus précieux. Elle nous a portés depuis les cavernes jusqu'aux étoiles, depuis les premiers outils de pierre jusqu'aux télescopes géants et aux sondes interplanétaires. Elle continuera à nous porter dans l'avenir, vers des découvertes que nous ne pouvons pas encore imaginer, vers des horizons que nous ne pouvons pas encore voir. Et maintenant, alors que cette méditation nocturne touche à sa fin, je t'invite à fermer les yeux et à imaginer la planète 9. Imagine un monde de glace et de roches, 10 fois plus massif que notre Terre, dérivant dans l'obscurité la plus profonde. Imagine son atmosphère dense, peut-être bleutée comme celle de Neptune, enveloppant un noyau rocheux aussi grand que notre planète. Imagine sa surface balayée par des vents glaciaux, son ciel étoilé où le soleil n'est qu'un point brillant parmi d'autres. Imagine que tu te trouves sur ce monde, regardant vers le centre du système solaire. Tu verrais les étoiles familières de notre ciel, mais disposées différemment, vues depuis un autre angle. Tu verrais peut-être, si tu avais des instruments assez puissants, un petit point bleu pâle orbitant non loin du soleil.
une planète où des milliards d'êtres vivent, travaillent, aiment et parfois lèvent les yeux vers le ciel en se demandant ce qui se cache dans les ténèbres extérieures. Ce petit point bleu, c'est notre Terre, c'est notre foyer, notre berceau, notre seul refuge dans l'immensité hostile du cosmos. Et depuis ce foyer, nous tendons nos regards et nos instruments vers les profondeurs de l'espace, cherchant à comprendre l'univers dont nous faisons partie, cherchant à découvrir les mondes qui partagent notre système solaire, cherchant peut-être, au fond, à nous sentir un peu moins seuls dans cette immensité vertigineuse. La planète 9, si elle existe, ne nous répondra pas. Elle ne se soucie pas de notre existence, de nos questions, de nos espoirs. Elle continue simplement sa course silencieuse autour du Soleil, comme elle le fait depuis des milliards d'années, indifférente au bruit et à la fureur de nos petites vies. Mais cette indifférence n'est pas cruelle. Elle est simplement la nature des choses, l'ordre cosmique dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous mourrons. L'univers n'est pas hostile. Il n'est pas accueillant non plus. Il est simplement là, vaste et ancien, attendant d'être exploré par ceux qui ont la curiosité et le courage de le faire. Et nous avons cette curiosité. Nous avons ce courage. Malgré toutes nos faiblesses et nos limites, malgré la brièveté de nos vies individuelles et l'incertitude de notre avenir collectif, nous continuons à chercher, à questionner, à explorer. C'est peut-être notre plus belle qualité, ce refus de nous contenter de ce que nous savons, cette soif inextinguible de comprendre ce qui nous entoure. La quête de la planète 9 est une expression de cette qualité. Elle est un hommage à notre curiosité, un témoignage de notre persévérance, une célébration de notre capacité à imaginer ce que nous ne pouvons pas voir et à chercher ce que nous ne savons pas encore si nous trouverons. Que cette quête aboutisse ou non, elle aura été noble. Elle aura montré ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle unit ses efforts vers un but commun. Elle aura enrichi notre connaissance du cosmos et approfondi notre compréhension de nous-mêmes. Et elle aura offert, à tous ceux qui s'y sont intéressés, des moments de réflexion et d'émerveillement, comme celui que nous partageons ce soir. Alors que la nuit cède sa place à l'aube et que les étoiles s'effacent dans la lumière du jour, emporte avec toi cette pensée. Quelque part, dans les profondeurs glacées du système solaire, un monde attend peut-être d'être découvert. Un monde qui a été là depuis le commencement, silencieux témoin de la formation des planètes et de l'émergence de la vie sur la Terre. Un monde qui sera encore là longtemps après nous, continuant sa lente valse autour du Soleil dans les ténèbres éternelles. Nous ne savons pas si ce monde existe vraiment. Nous ne savons pas si nous le verrons un jour. Mais nous savons que nous le cherchons. Et cette recherche elle-même a de la valeur. Car c'est en cherchant que nous découvrons, c'est en questionnant que nous apprenons, c'est en rêvant que nous avançons. La planète 9 nous invite à rêver. Elle nous invite à imaginer des mondes au-delà de notre portée, des mystères au-delà de notre compréhension actuelle, des découvertes au-delà de nos instruments les plus perfectionnés. Et en acceptant cette invitation, nous devenons un peu plus que ce que nous étions. Nous nous élevons un peu au-dessus de nos préoccupations quotidiennes. Nous touchons du doigt l'infini qui nous entoure. Cette nuit, tu as voyagé avec moi aux confins du système solaire, dans les régions les plus sombres et les plus froides de notre voisinage cosmique. Tu as contemplé un monde que personne n'a jamais vu. Tu as réfléchi à des questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. Tu as ressenti peut-être un peu de cet émerveillement qui anime les astronomes dans leur quête de vérité. Que ces réflexions t'accompagnent dans ton sommeil et au-delà. Que la pensée de la planète 9, dérivant silencieusement dans les ténèbres, te rappelle l'immensité du cosmos et la beauté de l'exploration. Et que la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers le ciel étoilé, tu te souviennes qu'au-delà des étoiles visibles, au-delà des planètes familières, se cachent peut-être des mondes que nous n'avons pas encore imaginés, attendant patiemment d'être découverts. Bonne nuit, et que tes rêves te portent vers les étoiles.